Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, une question qui va nous animer pendant une quinzaine de minutes. Existe-t-il une allocation d'actifs idéale? Une question que nous allons poser à nos deux invités, à Jérôme Dédéian. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine et nous avons le plaisir d'être également avec Frédéric Colorafi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. On va commencer peut-être avec vous, Jérôme Dédéian. Je vous pose la question tout simplement. Est-ce qu'il existe une allocation d'actifs idéale pour les professionnels de la gestion de patrimoine comme pour les particuliers? Alors pour les professionnels de la gestion de patrimoine comme pour les particuliers, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont essayé de théoriser dans l'histoire une allocation d'actifs idéale. Il y en a notamment deux qui sont très célèbres. C'est Harry Browne avec son portefeuille permanent et Ray Dalio, le fondateur du fonds Bridgewater, avec son allocation All Weather, capable de résister à tous les cycles économiques. D'accord. Ce sont des allocations qui ont deux caractéristiques communes. Elles sont fixes dans le temps. Donc on prend des pondérations fixes entre classes d'actifs et on rebalance à intervalles réguliers pour retrouver méthodiquement cette pondération sans se poser de questions. Quel que soit le contexte économique. Quel que soit le contexte économique, on est toujours investi avec la même allocation. Et dès que ça se déforme du fait des évolutions des classes d'actifs, on rebalance pour se retrouver sur l'allocation initiale préconisée par l'un ou par l'autre. D'accord. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles promettent un rendement substantiel, et c'est d'ailleurs à peu près ce qu'elles font en théorie, entre 7 et 8% de rendement par an sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, avec une volatilité 2 fois inférieure aux indices actions. Donc c'est a priori quelque chose de très attractif, si bien entendu on est capable de l'exécuter rigoureusement, et c'est là qu'est tout le problème. Pourquoi? Alors expliquez-nous. En fait, on va dire que pour exécuter rigoureusement une allocation comme celle-là, l'épargnant va être soumis, ou l'investisseur, à un certain nombre de biais. Et ces biais vont faire qu'il ne va pas réussir, la plupart du temps, à exécuter rigoureusement l'allocation d'un portefeuille comme celle-là. Pourquoi? Premièrement, il y a un sujet de biais logistique, puisqu'il faut trouver à l'intérieur des enveloppes fiscales que vous avez choisies, parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur les plus-values, c'est un PEA, c'est une assurance vie, c'est un compte titre classique, c'est un PER, etc. De quoi soutenir cette allocation. Donc il faut évidemment trouver l'éventail des produits qui permettent de systématiquement investir dans les classes d'actifs recommandées. Parce que, alors je reviens juste peut-être sur l'allocation, et ensuite on en parlera également avec vous, Frédéric Colorafi. Quand on parle d'allocation idéale, quel est le niveau de détail qui est donné justement sur la théorie de cette allocation d'actifs idéale? Par exemple, Harry Browne, il dit, c'est facile, c'est 3 quarts, un quart de cash ou d'emprunt d'État à moins d'un an. D'accord. Il dit, c'est ça qui me sert à amortir les récessions, les périodes de baisse des marchés. 25% d'actions pour capter la croissance, 25% d'or pour se protéger contre l'inflation et 25% d'obligations d'État à long terme pour se couvrir contre la déflation. D'accord. Voilà. Okay. Mais ça paraît simple comme ça. Oui, mais vous faites quoi? C'est fait par un Américain. Alors ça veut dire que vous prenez quoi comme obligation d'État, cash? Vous prenez quelle monnaie? D'accord. Vous prenez du Bitcoin ou de l'Ethereum, ou alors vous prenez des OAT assimilables du Trésor français, ou vous prenez du Bund, ou vous prenez de la dette de l'État américain. Donc il y aura de toute façon un sujet d'exécution à l'intérieur de votre enveloppe fiscale. Accessibilité, si vous êtes sur un PEA, trouvez de l'or. Alors vous pouvez vous mettre un tracker qui est swappé contre de l'or, mais qui oui, on peut pas, ou alors il faut aller acheter son or physiquement directement. Et donc l'exécution de ça nécessite quand même que sur chacun de vos comptes, vous ayez accès à la recommandation et que vous preniez quand même des choix de savoir c'est quoi le cash ou les obligations pour moi épargnant par rapport à une allocation faite par un Américain qui vous dira c'est forcément de la dette américaine. Ça c'est un premier biais, c'est un biais logistique je dirais. Et alors les autres biais avant de demander à Frédéric Colorafi ce qu'il en pense. Il n'y en a que deux autres, je vais aller très rapidement. C'est des biais qui sont d'ordre plutôt comportementaux. La première chose c'est que sur le plan psychologique il est très difficile pour un investisseur de ne pas chercher à optimiser au sein d'une classe d'actifs élémentaire. D'accord. Par exemple en ce moment on va vous dire que compte tenu des perspectives de récession, si vous devez acheter des actions, il faut plutôt revenir sur les valeurs de croissance parce que ce sont celles qui traditionnellement résistent le mieux aux périodes de ralentissement économique. Même chose, si on vous dit de prendre du cash, vous allez avoir envie de mettre du fonds euro si vous êtes dans un contrat d'assurance vie, ou en ce moment, parce qu'il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, des fonds obligataires de portage, c'est-à-dire buy and hold, vous achetez les obligations, puis vous allez jusqu'à la maturité. Donc vous n'avez plus que le risque crédit, vous n'avez pas le risque de marché. Et donc c'est très très tentant d'essayer d'optimiser classe d'actifs par classe d'actifs. C'est un biais comportemental absolument... donc on a du mal à garder la tête froide, même si effectivement ça a été théorisé comme tel. Exactement, ou en fonction de vos anticipations, surpondérer ou sous-pondérer telle classe d'actifs, etc. Et puis le troisième biais, c'est aussi un biais comportemental, et c'est probablement le plus important, c'est que même avec l'aide d'un robot ou d'une gestion sous mandat, pour être parfait
dans l'exécution de cette allocation, les rebalancements, etc., il faudrait être capable d'avoir une vision consolidée de l'intégralité de ses comptes, alors que parfois on est dispersé entre plusieurs enveloppes et on n'a pas de vision transparisée de son exposition. On a souvent la paresse de faire des arbitrages ou le besoin de jouer et donc de dire je prends un tout petit peu plus de risques parce que ça a monté ou au contraire je vais me refaire sur telle ou telle classe d'actifs, etc. Et donc puis, on revient sur un biais psychologique presque. Voilà. Et puis il y a la séquence hétérogène de nos flux entrants et sortants qui font qu'il y a vraiment un problème d'exécution qui est lié à des biais comportementaux ou des biais logistiques qui rendent très très difficile d'exécuter ces allocations prétendument parfaites. Frédéric Colorafi, alors on a écouté Jérôme Dédéian effectivement sur ces allocations d'actifs idéales théoriques qui existent mais qui pour autant sont difficiles à mettre en place dans la pratique. J'ai envie de vous reposer la même question avec votre vision à vous. Donc, lorsque vous faites de la gestion sous mandat au sein de LCL Banque Privée, est-ce que selon vous, il existe une allocation d'actifs idéale ? Alors pas vraiment, mais il faut d'abord revenir peut-être sur l'objectif d'une allocation d'actifs. L'objectif, c'est d'essayer de maximiser une espérance de rendement par rapport à un risque pris en prenant en compte un horizon de placement et en prenant de plus en plus en compte, je dirais, des notions extra-financières, en tout cas dans la gestion des portefeuilles. Donc ça sous-entend un certain nombre de choses. Ça sous-entend déjà qu'une allocation d'actifs, c'est pas un empilement de bonnes idées, c'est quelque chose qui est construit. D'accord. Ça sous-entend également qu'il faut un certain nombre également d'outils de suivi de performance, de suivi également de risque. Ça sous-entend également qu'il faut des ressources également humaines pour quand on décide d'intégrer une valeur, un fonds, il faut qu'il y ait un suivi de toutes ces valeurs, de tous ces fonds-là. Et ça sous-entend également qu'il faut avoir une réelle discipline d'investissement et bien suivre, je dirais, la manière dont ces allocations d'actifs évoluent. Alors, à l'intérieur d'une allocation d'actifs, on peut avoir plusieurs approches. On peut avoir une première approche, c'est de dire, je vais finalement diversifier mon portefeuille en fonction d'une approche un peu géographique. Il y a une guerre en Ukraine, est-ce que je vais peut-être plus me repositionner sur les États-Unis, plus sur l'Europe ? Ça, c'est pas quelque chose de parfait parce qu'on sait qu'une grande partie des valeurs européennes ont aussi une partie de leur activité à l'international. Et ça, c'est en réaction à un contexte actuel et donc ça sort effectivement de cette idée d'avoir une allocation qui fonctionnerait quoi qu'il arrive. Tout à fait. Il faut avoir je dirais, dans un premier... Enfin, on a une allocation d'abord stratégique et elle est déterminante dans le cadre de la performance de nos portefeuilles et une allocation d'actifs qui est plutôt tactique où on ajuste effectivement les positions. Donc, par exemple, la notion de zone géographique, on peut la prendre notamment en compte dans l'approche tactique. On peut également prendre en compte, je dirais, dans une allocation, une approche, on va dire, un peu plus sectorielle. D'accord. Dans des périodes de rebond, de réouverture des économies, de redémarrage économique, est-ce que je dois peut-être plus me positionner sur des secteurs plus sensibles à l'activité, donc plus cycliques, à d'autres moments, peut-être des secteurs plus défensifs. Peut-être également une approche en termes de style. Est-ce qu'à certains moments... le style value dont parlait Jérôme Dédéian. En fonction de l'évolution des taux, en fonction du scénario économique qu'on peut avoir, on va pas forcément mettre, je dirais, l'accent plus sur des valeurs de croissance ou à d'autres moments un peu plus. Parce sur... que là, vous rentrez effectivement, si je reprends l'idée du 4 quarts dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est effectivement quand on regarde sur la partie action, quand on ouvre finalement cette partie action, il y a beaucoup de styles différents de gestion et de manières d'allouer ces actifs sur les marchés actions. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'on a quand même une manière idéale de se prémunir contre le risque et d'aller chercher un peu de rendement ? Alors la réponse est pas forcément évidente, mais elle serait peut-être plutôt négative dans le sens où, face à une allocation d'actifs, il y a un client. Et il faut connaître son client. Et chaque client va avoir... une durée d'investissement qui peut être différente, va avoir un profil de risque qui peut être différent, va pouvoir éventuellement prendre en compte un certain nombre de facteurs de durabilité, en tout cas dans ces investissements. Donc, on ne peut pas avoir une allocation d'actifs type pour tous les clients à n'importe quel moment. Voilà. Et sinon, on n'a plus de métier. Sinon, il n'y aurait pas de marché. Oui, c'est ça. Tout le monde achèterait la même chose au même moment. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Et il faut, dans le cadre, par exemple, de la gestion sous mandat, il faut s'assurer à ce que dès le départ, on a constitué une allocation d'actifs qui corresponde bien aux volontés, aux degrés de risque et de durée d'investissement que souhaite prendre le client.
mais également il faut s'en assurer dans le temps, hein, ne serait-ce que parce que ça peut évoluer. Déjà, ça peut évoluer également. Il est bien en phase avec les désirata de nos clients, mais également dans le temps parce que on peut avoir un certain nombre d'imprévus qui peuvent arriver et donc s'assurer que ce qu'on fait est bien en phase avec ce qu'on souhaite le futur. Je suis évidemment complètement d'accord avec Frédéric, c'est une évidence. Les allocations, les portefeuilles parfaits là, de Ray Dalio et d'Harry Browne que j'évoquais, quand bien même on arriverait à lutter contre ces biais comportementaux et avoir une exécution logistique parfaite, elles sont conçues pour qui ? Elles sont conçues pour des gens qui devraient placer à long terme en espérant avoir moins de volatilité en contrepartie d'un peu moins de performance, mais une performance robuste que les marchés actions, et qui n'auraient jamais besoin de leur argent. Oui, et qui auraient un horizon de temps infini. Ouais. Donc ça n'a aucun sens. Et donc ça n'est pas adapté à une utilisation quotidienne. Comme le dit très bien Frédéric, l'allocation d'actifs idéal, elle est d'abord en face d'un client, d'un investisseur qui a son projet. Et donc on commence par diagnostiquer le projet. Le projet, c'est évidemment un horizon de temps. Il est essentiel. Si vous avez besoin de placer votre argent à 3 ans parce que vous aurez besoin de l'utiliser dans 3 ans, c'est pas du tout pareil que si vous le faites pendant 10 ans ou dans 20 ans parce que c'est pour un objectif de transmission du plus possible à vos enfants parce que vous n'avez pas besoin de cet argent ou vous ne croyez pas en avoir besoin. Deuxièmement, il y a le sujet d'adéquation au profil du client. Alors c'est évidemment le profil de risque qu'évoquait Frédéric, mais c'est aussi, comme il le dit très bien, les valeurs du client. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a sur ces sujets de notions extra-financières, là pour le coup, dans les deux théories qui ont été énoncées, c'est pas des choses qui étaient prises en compte. Si vous voulez les faire rigoureusement, il faut acheter, vous vous asseoir sur l'indice et vous vous dites, je suis dans le SP500 pour les actions américaines et le SP500, il y a peut-être dedans de l'industrie de l'armement ou quoi. Est-ce que ça correspond à vos valeurs ? Il y a peut-être des pollueurs alors que vous êtes très sensible aux notions environnementales. Donc vraiment, ce sujet-là est essentiel. Horizon de temps, profil de risque et valeur. Et puis ensuite, il y a la révision régulière de est-ce que cette allocation, qu'est-ce qu'elle a donné d'abord, et c'est là qu'on peut faire un peu de tactique. Je disais en ce moment, il y a de nouveau du jus dans les taux. Pendant des années, depuis la chute de Lehman, on n'entend que ça en ce moment. Oui, depuis la chute de Lehman Brothers, on a vécu dans l'idée que le taux sans risque était devenu le risque sans taux. Et en fait, on est aujourd'hui dans une logique où si vous avez une échéance fixe devant vous, vous pouvez vous asseoir sur des fonds de portage obligataires qui vont vous rapporter plus que du fonds euro en évacuant le risque de marché pendant la période puisque vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout. Frédéric Colorafi, alors effectivement la question c'est existe-t-il une allocation d'actifs idéale ? On a bien compris que non. Pour autant, il y a quand même un terme qu'on entend tout le temps quand il s'agit d'investissement, c'est la diversification. Est-ce que ça, au moins, c'est quand même une base qui peut être donnée à tout type d'investisseurs, quelle que soit la stratégie derrière, c'est ayez une allocation d'actifs diversifiée. Oui, alors il y a un certain nombre de règles de bon sens. La diversification, alors ça ne marche pas tout le temps, parce que par exemple, on l'a vu en 2021, quand on avait des indices qui montaient très très fortement parce qu'ils étaient très concentrés sur des valeurs de croissance. Si vous êtes très diversifié, vous passez à côté d'une partie de la hausse. Mais c'est un choix. Quand on a des chocs sur les marchés, parfois certaines classes d'actifs se recorrèlent entre elles sur du court terme. Donc il faut être attentif à ça. D'accord. Et puis dans la diversification, il faut aussi avoir à l'esprit une chose, c'est par exemple cette année en 2022, on a vu des marchés actions et des marchés obligataires évoluer dans le même sens. Donc il y avait une corrélation positive. Donc cette approche de diversification, elle n'a pas forcément toujours fonctionné. Mais effectivement, c'est un point central, la diversification. Il y a également un certain nombre d'autres règles de bon sens à respecter. Je pense à la liquidité, surtout dans un environnement où vous avez des banques centrales qui sont dans une logique de resserrement monétaire. Quand on fait de la gestion de portefeuille, il faut s'assurer que quand on rentre sur un fonds, sur un thème, sur une stratégie, on puisse en sortir relativement facilement. Et puis après, il est important toujours de pouvoir reporter régulièrement à ses clients, comme on l'a dit tout à l'heure. Un point également important quand on évoque également la diversification, mais également les allocations d'actifs, si on a la possibilité d'investir de manière progressive dans le temps, ça a du sens parce que on voit bien qu'on a des marchés qui restent très volatiles. D'accord. Depuis l'été, là, on a eu, depuis la fin du mois de septembre, une hausse comme ça, de manière linéaire, très rapide des marchés. Et donc diversifier les points d'entrée en le faisant de manière régulière. Si on a la possibilité de le faire des investissements progressifs pour lisser les points d'entrée. Jérôme Dédéian, et on finira là-dessus, s'il n'y a pas d'allocation d'actifs idéale, est-ce qu'il y a des règles qui fonctionnent dans tous les cas, comme nous l'a dit Frédéric Colorafi ? Frédéric vient de les donner, c'est évident. On a dit qu'on voulait un horizon de temps, qu'on voulait
une adéquation au profil de risque, à la version au risque de notre investisseur et à ses valeurs. On a dit que si possible, on voulait de l'investissement régulier ou au moins une entrée ou une mise à risque progressive de l'argent qu'on a à placer pour être sûr de ne pas tout mettre d'un coup à risque. Bien sûr, oui. En absorbant, avec un risque de volatilité immédiat. Et donc tout ça, et puis on a parlé diversification, on a parlé liquidité, et moi je rappellerai que la liquidité c'est essentiel, mais que c'est pas toujours facile parce que souvent c'est ce qui disparaît sur les marchés quand on en a besoin. Hein. Et donc ça veut dire que on peut se retrouver avec une classe d'actifs qui apparaît liquide et qui va devenir illiquide, par exemple les compartiments de la cote qui sont très bas, ou un certain nombre de papiers de crédit sur lesquels il y a tout d'un coup plus de marché parce qu'il y a un risque de défaut trop important. Et donc ça veut dire qu'il faut bien faire attention aussi à la pondération entre actifs vraiment liquides. On sait qu'on aura toujours de la liquidité dessus, ou en tout cas quasiment toujours. Actifs liquides, mais il faut faire attention parce que ça peut se gripper. Et puis actifs franchement illiquides sur lesquels on sait qu'on a une perspective, qu'il faut vraiment que ce soit un fonds de portefeuille et qu'on est là pour longtemps, qu'on ne doit pas en avoir besoin demain. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci Frédéric Collorafi, responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.